Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de Birmu TV du 20 décembre 2021, qui vous est présenté par Alondra Clémentine. Au titre du journal. Guinée-Bissau, décès de Mamadou Yaya Diallo, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Guinée-Bissau. URSS, la marche vers la liberté des pays satellites de l'Union soviétique, il y a 30 ans, ne s'est pas accompagnée, à Moscou, de l'établissement d'un régime démocratique et respectueux de ses voisins. Burkina Faso, le CDP, parti de Blaise Compaoré, au bord de l'implosion. Vatican, le pape François a condamné les violences conjugales à l'égard des femmes, les qualifiant de presque sataniques, l'une de ses prises de position les plus fortes à ce jour sur la question. États-Unis d'Amérique, Biden n'envisage pas de confiner les États-Unis. Covid-19, les Pays-Bas optent pour une stratégie de reconfinement. Covid-19, au Canada, Valérie Plante prête à revenir à l'état d'urgence. Au Burundi, des cérémonies en grande pompe malgré la recrudescence des cas positifs de Covid-19 à Bujumbura. Sport, l'enquête sur les débordements du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et LOL semble confirmer que des supporters du PSG étaient impliqués. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le bon moment de t'abonner et de partager nos émissions avec tes amis. Birmu News. Bonjour encore une fois à tous. Commençons ce journal avec le décès de Mamadou Yaya Diallo, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Guinée-Bissau. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Guinée-Bissau, Mamadou Yaya Diallo, est décédé subitement à Dakar, au Sénégal, a-t-on appris lundi de sources proches de son parti. M. Diallo, Xan, était jusqu'ici le président du parti de la Nouvelle Démocratie PND. Il se trouvait à Lomé, au Togo, lorsqu'il s'est senti malade et a été transféré à Dakar pour y être soigné, mais il est décédé, a déclaré à VOA une source du parti à Bissau. Élu député en 2019, c'est en avril qu'il a rejoint le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam à l'occasion d'un remaniement. Dans un message publié sur sa page Facebook, le président de la République a déclaré que c'est avec une profonde consternation qu'il a appris la triste nouvelle du décès du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. En ce moment de douleur, au nom du peuple guinéen et en mon nom propre, je présente mes plus sincères condoléances à la famille endeuillée, a écrit Umaro Sissoko Embalo. En 2000 et 2001, le défunt avait occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, et a également occupé les postes de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme dans le gouvernement d'Aristide Gomes. En 2014, il a été nommé conseiller spécial pour les affaires politiques du président de la République de l'époque, José Mario Vaz. En plus de sa carrière dans l'exécutif, Mamadou Yaya Diallo est aussi un ancien vice-président de l'Assemblée nationale. URSS, la marche vers la liberté des pays satellites de l'Union soviétique, il y a 30 ans, ne s'est pas accompagnée, à Moscou, de l'établissement d'un régime démocratique et respectueux de ses voisins. Le 21 février 1990, Václav Havel fait une arrivée triomphale devant les deux chambres du Congrès américain réunies. L'ovation des élus, debout, dure plusieurs minutes avant que le nouveau chef de l'État tchécoslovaque ne prenne la parole, timidement. « Je ne suis président que depuis 2 mois et je n'ai pas suivi d'école pour président. Les choses vont si vite en ce début d'année, que leurs compteurs ne suivent plus », observe-t-il. De fait, la chaîne de télévision américaine C-SPAN, qui retransmet son discours, affiche en sous-titre « Václav Havel, président de la République socialiste de Tchécoslovaquie ». Le socialisme, pourtant, est bien mal en point dans les de l'Europe. Cela fait plus de 6 mois que la Pologne et la Hongrie s'en sont libérés et, une semaine avant la révolution de velours qui a porté Havel et ses compagnons au pouvoir à Prague, le mur de Berlin est tombé. À Moscou, Mikhail Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste, assiste à cet éclatement pacifique de l'Empire soviétique presque en spectateur. Il ne cherche pas à entraver le processus. Au moins, il lui reste l'Union soviétique. Plus pour longtemps, mais personne ne s'en doute, ni à Moscou, ni à Washington, ni à Bonn, ni à Paris. De sa voix un peu rauque, Havel poursuit, on me demande souvent, comment les États-Unis peuvent-ils vous aider aujourd'hui? Ma réponse est aussi paradoxale que le reste de ma vie. La plus grande aide que vous puissiez nous apporter serait d'aider l'Union soviétique sur son chemin irréversible, mais immensément compliqué, vers la démocratie. Burkina Faso, le CDP, parti de Blaise Compaoré, au bord de l'implosion. Tiraillé entre conservateurs et futuristes, le CDP est dans la tourmente. Ouagadougou. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, a tenu son 8e congrès samedi et dimanche au Burkina Faso. Un parti divisé qui a tenu ce congrès sous tension. Les conservateurs, les plus fidèles à M. Compaoré et les futuristes, proches de l'actuel président du parti, Edi Kambouago, se livrent une bataille farouche. Les analystes sont clairs, le parti de Blaise Compaoré est désormais au bord de l'implosion. Déjà vendredi, l'aile historique du parti a annoncé la suspension pour 6 mois du président du CDP, Edi Kambouago, et a qualifié le congrès qui devait se tenir le lendemain de nul et de non-effet car sans base légale. L'ancien chef de l'État Blaise Compaoré aurait demandé le report de ce congrès au regard de la situation sécuritaire.
Cette réunion du bureau exécutif national a constaté que c'est un acte de défiance vis-à-vis du fondateur président d'honneur du parti, Blaise Compaoré. À cette défiance s'ajoute un acte d'indiscipline caractérisé, a dit Achille Tapsoba, premier vice-président du parti. Mais cela n'a pas empêché l'aile dite futuriste de l'ancienne majorité à aller en congrès samedi et dimanche. Eddy Kombouago a été réélu à la tête du parti pour 4 ans. Le ministère de l'administration territoriale nous dit que si le congrès ne se tient pas d'ici la fin de l'année, nous encourrons des sanctions, nous ne nous mettons pas dans le risque. Vous avez vu, toutes les 45 provinces ont répondu présent. Le quorum est largement atteint, a déclaré Eddy Kombouago. Pour les observateurs, il y a un risque majeur. Le risque majeur pour ce parti, qui est resté ultra dominant pendant environ 25 ans sur la scène politique burkinabé, c'est un risque d'implosion, a indiqué Payen, juriste et analyste politique. Le CDP ne sera plus le même et sortira beaucoup plus affaibli qu'au départ, déjà qu'il a été fragilisé par ces 6 ans où il a quitté le pouvoir. Le congrès s'est tenu malgré ses remous au sein du parti. Le 8e congrès du CDP a autorisé ce dimanche la mise en place d'une commission de réflexion pour le changement de dénomination et de logo du parti. Après 48 heures de travaux, le bureau exécutif national compte 89 membres. Achille Tapsoba, qui était jusque-là premier vice-président du parti, a été remplacé par Boubacar Sanou. Blaise Compaoré reste président d'honneur, mais à titre honorifique, a annoncé Eddy Kombouago. L'ancien patron du CDP, en exil en Côte d'Ivoire, n'aura donc plus une grande influence sur le parti. Biden n'envisage pas de confiner les États-Unis. L'administration Biden n'envisage pas de confiner les États-Unis face à une potentielle nouvelle vague hivernale de Covid-19, a déclaré lundi la porte-parole de l'exécutif Jen Psaki, à la veille d'un discours très attendu de Joe Biden. Le président américain, qui doit s'adresser aux Américains mardi au sujet du variant Omicron, n'annoncera pas le confinement du pays, a-t-elle dit lors de son point presse quotidien, mais soulignera plutôt les bienfaits de la vaccination. Il annoncera également de nouvelles mesures visant à accroître l'accès au dépistage de la Covid-19, et martèlera les risques que courent les individus non vaccinés. Le variant Omicron, qui devrait vite surpasser Delta aux États-Unis selon les autorités sanitaires, risque de plonger le pays dans une nouvelle vague amplifiée par les fêtes de fin d'année et les conditions météo propices au rassemblement en intérieur. Le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire, le Dr Anthony Fauci, a annoncé dimanche des semaines ou des mois difficiles à mesure que nous nous approchons de l'hiver. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde en valeur absolue, avec plus de 807 000 morts de la Covid-19. Covid-19, les Pays-Bas optent pour une stratégie de reconfinement. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les Pays-Bas ont choisi l'option du reconfinement pour endiguer la vague importante de Covid-19. Une mesure restrictive alors que les indicateurs néerlandais sont assez similaires à ceux de la France. Après une première journée de confinement à Amsterdam, la capitale néerlandaise n'a plus la même affluence qu'à l'accoutumée. De même pour les touristes qui se font plus rares. Comme l'explique en direct des Pays-Bas dimanche 19 décembre, Hugo Puffenet, journaliste de France Télévisions, après cette première journée de reconfinement, un touriste américain qu'il a rencontré a décidé de changer de pays afin de terminer ses vacances en Europe. Des restrictions fortes jusqu'au 14 janvier. Parmi les restrictions imposées par le gouvernement néerlandais, il y a la fermeture de tous les commerces non essentiels, les salles de théâtre, de cinéma, de concert ainsi que les bars, les restaurants, les salles de sport, les coiffeurs ou encore les magasins d'optique. D'autres restrictions, à caractère plus privé, ont été imposées. En effet, les Néerlandais n'ont pas le droit de recevoir plus de 2 personnes à leur domicile. Une exception sera admise pour les soirs de Noël et du Nouvel An où cette jauge monte à 4 personnes. Ces mesures resteront en vigueur au moins jusqu'au 14 janvier. Covid-19, Valérie Plante prête à revenir à l'état d'urgence. Il y a une grande préoccupation au niveau de toutes les sphères d'activité de la société. Pour la ville de Montréal, on regarde tous les scénarios en fonction des responsabilités qui nous incombent, a souligné Plante. Elle expliquait que l'état d'urgence faisait partie des outils disponibles, et que la ville n'hésiterait pas à l'utiliser, si c'est ce qui est nécessaire. C'est l'une des possibilités, mais ce n'est pas ça qui vient nécessairement tout régler non plus, a-t-elle ajouté. La mairesse réagissait à ce propos à une question du chef de l'opposition officielle, Aref Salem, qui lui demandait de ne pas attendre avant de le faire, vu la flambée des cas. Pendant la première vague, la ville l'avait instauré pour la première fois en mars 2020, et l'avait renouvelé chaque semaine pendant 17 mois. Ce n'est que le 27e août dernier qu'il avait pris fin. La ville s'en était notamment servie pour prêter des sites municipaux à des organismes communautaires et afin d'offrir un support logistique pour l'ouverture de haltes alimentaires et de centres d'hébergement. Plante s'est également dite préoccupée par la problématique de l'itinérance dans le cadre actuel. Elle rencontrera à ce propos Lionel Carman, ministre délégué à la santé et aux services sociaux, en soirée le lundi. Pour le moment, les ressources sont là, mais il manque des lits par contre au niveau des refuges, a révélé Plante, estimant à une centaine le nombre de lits à combler.
Des cérémonies en grande pompe malgré la recrudescence des cas positifs. Bien qu'il y ait alerte sur la recrudescence des cas positifs à la Covid-19 en mairie de Bujumbura, ce week-end a été marqué par des rassemblements festifs et religieux parfois en violation des gestes barrières. IOAQ a fait un reportage. Il est 15h30 ce samedi 18e décembre au boulevard de l'Uprona, en dessous du campus Mutanga de l'université du Burundi en commune Mukasa. Son paysage est devenu une place prisée pour la prise de photos des jeunes mariés afin d'immortaliser ces événements. Des petits et gros bus, des doubles cabines et d'autres véhicules amènent des gens agglutinés. Le nombre des passagers à transporter est dépassé. Très peu portent des masques. Ils se saluent, s'embrassent. De petits groupes se forment et la circulation est un peu perturbée. Des gens portent le masque pour ne pas être pénalisés et non pour se protéger. Le port du masque c'est juste pour éviter les policiers. Il y a des gens qui ne se soucient pas de la gravité de la situation sanitaire, déplore un jeune homme rencontré sur place. La cérémonie de mariage est une grande fête où tout le monde, toute génération comprise peut chanter et danser. C'est d'autant difficile d'envisager de la distanciation physique dans une foule exultée. Certaines salles de réception sont pleines à craquer. Les chaises ne sont pas espacées pour laisser un mètre requis. Le port de masque qui n'est pas obligatoire dans des rassemblements est une exception. Il se remarque un relâchement des gestes barrières. Devant certains magasins, galeries, banques et autres endroits publics étaient installés des dispositifs de lavage. Peu d'invités se souviennent de se laver les mains pourtant, on met de l'eau et du savon devant la salle. Relâchement des gestes barrières. À 17h, au Spring Valley Santé de Jikongu doté de 2 salles, 2 mariages y sont célébrés. Un seul dispositif de lavage de mains est mis au milieu de ces 2 salles de réception. Malgré l'insistance d'un des membres du comité d'organisation, certains entrent sans se laver les mains. Certains membres du comité disposent des désinfectants. Peu de gens portent de masques et sont vus comme des marginaux par les autres invités. Des mesures supplémentaires s'imposent pour juguler cette nouvelle vague de la pandémie, murmurent 2 invités à la cérémonie. Dans la salle, pas d'espace entre les chaises, ce qui rend impossible la distanciation physique. Aucune différence selon situation. Des gens qui portent des masques sont une exception. Même situation dans la salle portation de la paroisse Monsion Jikongu. Un nombre réduit porte des masques. Un jeune homme du service protocole monte la garde pour obliger toute personne qui entre de se laver les mains. On les oblige de se laver les mains mais certains refusent de s'y conformer. On ne fait que les rappeler et insister, a indiqué un des membres du comité d'organisation. Pour lui, il faut une sensibilisation accélérée et sérieuse couplée de punitions contre ceux qui violent les mesures barrières. À Kigob, la salle Liga Apple de Kigob est pleine à craquer. La situation est identique. Ils dégustent la bière et pas de distanciation physique. Le port de masque est presque inexistant. Même le petit seau est rempli d'eau, on a l'impression qu'elle n'a pas été utilisée depuis des mois. Un invité arrive et entre directement sans se laver les mains. Personne n'est là pour rappeler à l'ordre les entrants. En zone Nyakabiga, la salle de la paroisse Saint-Sauveur de Nyakabiga accueille elle aussi une cérémonie de mariage. Sur toutes les entrées de la salle, il y a des dispositifs de lavage de mains. Pour les VIP, des désinfectants sont disponibles. Comme dans d'autres salles de réception, la distanciation physique n'est pas observée. Un nombre qui n'est pas considérable porte de masques. La situation de la pandémie est si inquiétante. Beaucoup de gens sont testés positifs à la Covid-19. Mieux vaut limiter le nombre d'invités, préférer l'extérieur ou aérer les pièces toutes les heures, et respecter autant que faire se peut la distanciation physique. Faites un clin d'œil à un des invités à la fête de mariage. Il appelle à la vigilance dans ces fêtes de fin d'année. Et les rassemblements dans les églises. Ce dimanche, 19e décembre, les rassemblements dans églises se sont observés comme à l'accoutumée. Toutes les églises visitées ont mis des dispositifs de lavage des mains mais la distanciation physique reste problématique et le port de masque est volontaire. Il est 8h à la paroisse Monsion de Jikongu réputée accueillir beaucoup de monde. Toute personne qui entre à l'intérieur de la clôture doit se laver les mains. 8 robinets sont installés pour faciliter la tâche. Le port de masque n'est pas obligatoire. Le risque de propagation à grande échelle de la Covid-19 est élevé. D'autres mesures s'imposent pour contrer la pandémie, commente un conducteur de moto. À quelques 400 mètres, se trouve l'église anglicane. Des kits de lavage de mains sont installés, mais la distanciation physique n'est pas observée. Il en est de même à l'église Emmanuel de Jikongu. Des dispositifs de lavage de mains sont installés aux 2 entrées. Chaque membre de l'église est obligé de se laver avant d'entrer. Certains essayent de refuser mais finissent par comprendre l'importance de respecter ce geste barrière. Mais la distanciation est un problème sérieux qu'il faut étudier pour trouver une solution, explique un membre du protocole de l'église. Pour sa part, un administratif à la base à Jikongu rural se plaint que le combat contre la pandémie est impacté par la pénurie d'eau potable due à une panne des installations de la Regideso. Pour se laver, beaucoup de familles utilisent l'eau de la rivière Anta en bois. On risque d'attraper même des maladies des mains sales, se désole-t-il. Il appelle cette société de distribution de l'eau de résoudre le problème dans l'immédiat. Dans un communiqué de ce 15e décembre, le ministre chargé de l'Intérieur Gervais Ndirakobuka a déploré un relâchement manifeste dans le respect strict des mesures barrières depuis ces derniers jours. Il a indiqué que cela occasionne une augmentation sensible des cas positifs dans le pays, que ce soit à l'intérieur, dans les centres urbains et les villes. L'observation stricte des mesures barrières est la meilleure arme de prévention et de lutte contre la pandémie de la Covid-19, a indiqué le ministre Ndirakobuka.
Il a interpellé les autorités administratives et policières à assurer le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 et à sanctionner sévèrement tout contrevenant. Il a tenu à rappeler que la mesure d'interdiction de grands rassemblements, des boîtes de nuit et soirées karaoké reste en vigueur. Sport, le PSG prêt à sévir contre ses supporters. Finale de Coupe de France. L'enquête sur les débordements du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et LOL semble confirmer que des supporters du PSG étaient impliqués. Les premières conclusions des enquêteurs quant aux incidents qui ont émaillé le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et LOL, vendredi soir à Charletti, indiquent que des partisans du PSG ont pu compter parmi les fauteurs de troubles. Le match était classé à haut risque et les renseignements généraux avaient eu vent de possibles échauffourées entre supporters des clubs phares de Lyon et Paris. On me dit que les RG étaient au courant que des ultras du PSG risquaient de venir traîner. Nous n'en avons pas été informés, déplore le président du Paris FC Pierre Ferraxi, ainsi relayé par le Parisien. Quand on a fait la réunion de sécurité, il n'y a eu aucune remarque de la part de la préfecture. Donc, c'est aussi la responsabilité des RG et des pouvoirs publics de ne pas avoir anticipé tout ça. Des sanctions à venir. Selon le quotidien Suscité, des membres de l'association Ferveur Parisienne ou Export 411 qui en 2017 ont pris leur distance avec le collectif Ultra Paris ont participé aux hostilités menées vendredi à Charletti. Un sujet qui embarrasse grandement le PSG. Si certains de ses supporters sont condamnés, leur abonnement au parc sera automatiquement suspendu, comme c'est déjà arrivé par le passé, assure le Parisien, qui précise que les équipes de Nasser Al-Khelaifi ne souhaitent pas commenter pour l'heure les incidents observés en Coupe de France. Vatican. Le pape François a condamné les violences conjugales à l'égard des femmes, les qualifiant de presque sataniques, l'une de ses prises de position les plus fortes à ce jour sur la question. Le chef de l'Église catholique a fait cette remarque lors d'une émission diffusée dimanche sur la chaîne italienne TG5. Il s'est adressé à un panel de 4 personnes issues de milieux difficiles, dont une survivante de violences conjugales. Il a déploré le nombre très élevé de femmes qui sont battues et maltraitées dans leur foyer. Le problème est que, pour moi, c'est presque satanique parce que c'est profiter d'une personne qui ne peut pas se défendre, qui peut seulement essayer de parer les coups, a déclaré le souverain pontife. C'est humiliant, très humiliant. Il s'est entretenu avec une femme nommée Giovanna qui a déclaré s'être échappée d'un foyer violent avec ses 4 enfants. Le pape a ajouté que les femmes qui ont subi des abus n'ont pas perdu leur dignité. Je vois de la dignité en vous parce que si vous n'aviez pas de dignité, vous ne seriez pas ici, a-t-il dit à Giovanna. Regardez la Sainte Mère et restez avec cette image de courage. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le pape François a fait plusieurs commentaires sur les violences conjugales. Les affaires de maltraitance ont augmenté dans plusieurs pays, car de nombreuses personnes se retrouvent en isolement coincées avec leurs agresseurs. Selon un rapport des Nations Unies portant sur 13 pays, la moitié des femmes interrogées ont déclaré avoir subi une forme de violence depuis le début de la pandémie. En Italie, les chiffres de la police publiés le mois dernier font état d'environ 90 épisodes de violence à l'égard des femmes par jour, dont 62% sont des cas de violence conjugale. S'adressant à Giovanna, le pape François a déclaré qu'il était possible de garder espoir, même pendant la pandémie. Vous donnez un exemple de résistance, une leçon de résistance aux calamités, a-t-il déclaré. Vous en sortez meilleur qu'avant. Et voilà, c'est par ici que prend fin les titres d'aujourd'hui le 20 décembre 2021. Vous étiez avec Alondra Clémentine. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne d'actualité Birmu TV et à nous trouver sur notre site. À bientôt.